on va vraiment voir comme thématique comment gérer son stress comme un sportif de haut niveau. Et tu as été un sportif semi-professionnel que je connais depuis très longtemps, hein, d'ailleurs. On se connaît depuis... 2004, 2005, ouais, 2003. Waouh, Au moins, ouais. ça fait un bon bout de temps. Et donc, depuis lors, mais même avant, hein, puisque quand je t'ai connu, tu étais déjà bien engagé dans le football. Tu exerçais en Martinique, d'ailleurs. C'est Et ça. je pense que la Martinique a beaucoup apprécié ton dévouement pour le football. Vraiment, je me rappelle de matchs très passionnés, très passionnels aussi. Ouais, donc je me présente. Bonsoir tout le monde. Ben oui, j'ai fait. Alors, on va dire que j'ai touché un peu du doigt en ayant côtoyé quelques joueurs et quelques équipes d'un niveau assez élevé de professionnel, mais sans l'avoir été moi-même. Mais je me suis beaucoup nourri de cette expérience-là. Et donc, avec mon humble, on va dire, état d'esprit, entre guillemets, par rapport à ça, j'ai rapidement su que ça allait être assez compliqué pour réaliser quelque chose qui était de l'ordre du rêve dans un premier temps et après un objectif. Donc, je me suis dit que j'allais optimiser un maximum de cette expérience pour pouvoir essayer d'avoir des choses, des clés, des outils pour la suite de mon existence. Donc, j'ai vécu ce que j'avais à vivre dans le sport et je l'ai fait à un niveau semi-professionnel, entre guillemets, même si le statut en France est beaucoup plus précaire qu'il ne l'est à l'étranger. Mais bon, voilà, on allie le travail et la compétition, donc source de stress, source d'anxiété. J'ai fait des études également quand je suis revenu sur la métropole. Donc ça en plus, voilà, essayer de naviguer en eau trouble entre guillemets par moment, parce que il y a plus de zones entre guillemets d'ombre que de zones de succès. Mais voilà, ça forge une personne et j'ai décidé au fur et à mesure, grâce aux opportunités, de me rediriger vers la préparation mentale. Donc voilà, au fur et à mesure, pendant ma période de joueur, j'ai commencé à passer des formations en tant qu'éducateur. Donc d'abord sportif, donc par rapport à mon sport. Et puis j'ai eu opportunité de travailler dans les écoles. Donc j'ai commencé à côtoyer tout ce qui était collège et lycée en tant qu'assistant d'éducation. Donc j'ai pas mal appris au niveau du relationnel, la gestion des émotions pour les pré-adolescents. Et ça a été vraiment une source. Ouais, on peut pas à première vue, on peut pas voir l'énorme avantage qu'on a de côtoyer les enfants. C'est un peu, entre guillemets, un miroir de la société et on a beaucoup à apprendre d'eux, de leur insouciance et de la façon dont ils voient les choses, de leur perspective. Et donc, je remercie tous les jeunes avec qui j'ai pu travailler parce que je me suis nourri d'eux et j'ai pu me former en quelque sorte en tant que personne. Et derrière, ça m'a donné envie d'aller plus loin et de pourquoi pas trouver des clés pour pouvoir accompagner ces jeunes-là, mais aussi après les adultes, ceux de mon entourage et même plus loin, après des personnes, entre guillemets, qui me sont inconnues. Et donc, au-delà de ça, voilà, la préparation mentale que j'ai essayé d'entamer cette année avec un DU, ça m'a ouvert les yeux sur certains aspects. Donc, on en a déjà discuté ensemble. On a eu de longues discussions pour préparer notamment ce live, mais voilà, je ne vais pas t'apprendre cette partie-là de la psychologie, parce que c'est pas mal d'années que tu es dedans. Mais c'est vrai que le sport, oui, c'est à l'image de la société. Donc, je pense que les techniques qu'on peut utiliser en sport pour pouvoir gérer nos émotions sur des moments importants, lors d'un match, lors d'une compétition, on peut les retrouver dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour ça que voilà, ça m'a fait plaisir que tu puisses m'inviter, qu'on puisse discuter ensemble de cette partie-là de notre existence, qu'on creuse beaucoup moins. Souvent, on s'appuie sur les habilités techniques, tactiques ou physiques en sport, sur les études ou la partie professionnelle, sur voilà, tout ce qui est un peu l'intellect, mais pas sur justement comment gérer tout ça. Donc, c'est super important d'en parler puisque derrière, ça peut donner des ouvertures et des outils aux personnes dans leur vie de tous les jours. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment l'occasion d'ouvrir le débat aujourd'hui sur comment utiliser ces outils et gérer le stress. Et comme tu le dis si bien, c'est un stress qu'on peut gérer au niveau professionnel avec ces outils,
mais ce sont des outils qui peuvent s'appliquer dans tous les domaines de vie, le domaine C'est personnel, ça. le domaine familial. Donc, ma première question pour toi, Pierrick, c'est comment gérer son stress comme un sportif de haut niveau? Je pense que tout part déjà de l'état d'esprit. Donc, c'est la première des choses. Tout part d'une volonté. Qu'est-ce qu'on souhaite faire? De chercher à savoir d'où vient cette volonté. Donc, souvent, on peut commencer à creuser très très loin. Donc, je vois là dans mon cursus de formation, on parle souvent que la volonté, c'est quelque chose qui se nourrit depuis la naissance. Donc, notre chemin, le chemin que l'on parcourt depuis tout petit, notre éducation, notre scolarité, ça nous forge et ça affine un peu ce qu'on souhaite faire, ce qu'on souhaite réaliser. Donc, de par cet état d'esprit qui se construit, ben oui, il en ressort une volonté de faire des choses, de réaliser des actions. Et je pense que déjà, ça part de là. On devrait essayer d'analyser et de prendre conscience des choses qu'on souhaite réellement faire. Donc, si on parle de stress, une partie du stress, je pense, qui, qui pourrait s'enlever, qui pourrait voilà, nous permettre déjà de mieux la gérer, cette situation de stress, ce serait déjà par identifier la réelle volonté qu'on a face à un objectif, face à une action. La volonté. Comment est-ce que tu pourrais décrire le fait d'arriver à cette volonté justement? Parce que des fois, on dit, mais je n'ai pas la volonté. Mais comment créer cela à l'intérieur de soi? Comment magnifier ça à l'intérieur de Ben, c'est, je pense que quand on vit, entre guillemets, on a forcément des objectifs, des buts. C'est lié en fait, entre la volonté qu'on a de faire des choses, forcément, il en découle des objectifs. Alors ça peut être des objectifs très basiques, hein, la volonté d'être une bonne personne dans la société, la volonté d'être souriant. Voilà, c'est déjà important de le savoir, d'en prendre conscience et derrière, peut-être de fixer quelques objectifs précis qui permettent de nourrir cette volonté. Donc déjà, je pense qu'il y a un lien entre cette volonté d'effectuer des choses et les petits objectifs qu'on se fixe au jour le jour. L'objectif d'être, voilà, d'accompagner de la meilleure manière possible les personnes avec qui on vit, les personnes que l'on côtoie au travail, dans un couple, la personne avec qui on souhaite vivre une partie de notre vie. Il y a une volonté d'accueillir sûrement de l'amour, mais aussi un objectif de vivre ensemble, de vivre à deux. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très, très lié et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, déjà, sur cet état d'esprit, cette façon de voir les choses, de trouver cette volonté d'effectuer des choses, de se lever le matin, il y a forcément des petits objectifs de vie déjà qui sont présents depuis tout petit. Peut-être de l'ordre du rêve au départ, mais qui se construit au fur et à mesure selon nos envies et selon notre parcours scolaire et prix familial ou entre guillemets, entre amis personnels, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et que peux-tu nous dire? Parce qu'en effet, tu dis qu'on a forcément de la volonté à l'intérieur de nous parce qu'on est vivant, justement. À partir du moment où on est en vie, on a la volonté d'être. D'ailleurs, je précise pour ceux qui l'entendent, je suis avec quelqu'un de très vivant. Donc, il y a cela naturellement. Comme tu disais, les enfants, ils font ça tellement spontanément. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui fait qu'en tant qu'adulte, déjà, on perd cette spontanéité naturelle d'avoir la volonté et comment avoir de la volonté dans des projets précis? Puisqu'il y a vraiment cette idée chez le sportif de haut niveau, c'est que c'est une très haute volonté qu'il développe pour son, euh, pour son sport, en fait, pour avoir, par exemple, une médaille ou atteindre tel objectif. Alors, je pense que dans un premier temps, la première chose que j'ai appris de mon parcours universitaire là, par rapport à la préparation mentale, alors c'est peut-être un peu violent ce que je vais dire, mais c'est la première chose qu'on a débattu en groupe tutorat et qu'on a ressorti après auprès de nos formateurs, c'est qu'entre guillemets, il en ressortait cette sensation de vol d'apprentissage. On nous a, entre guillemets, la société d'aujourd'hui nous a un peu volé notre apprentissage depuis notre plus tendre enfance. Ce que je veux dire par là, c'est que la volonté, elle est très subjective. Et en fait, cette subjectivité, on nous l'a enlevée très petit. Nos parents nous ont éduqués par rapport à leur cartographie du monde, par rapport à leur subjectivité. Et après, ça s'en est suivi aussi à l'école. Donc, on a toute une société qui est formée là-dessus. Donc, la volonté qu'on a depuis tout petit, de suite, elle a été mise entre les mains d'autres personnes.
Et cette volonté, elle s'est transposée sur la volonté des autres. Et souvent, quand on a des envies, c'est au fond de nous et ça devient de l'ordre de l'inconscient. Et le but de se faire suivre et d'essayer de trouver quelqu'un, au-delà, souvent on a cette sensation que quand on va voir un psychologue, un thérapeute ou un préparateur mental, c'est parce qu'on a un problème. C'est souvent que pour se soigner. Alors qu'on pourrait déjà essayer d'aller voir quelqu'un pour être accompagné, pour retrouver cette volonté, reprendre conscience que dans notre vie, dès le départ, on avait des souhaits, des envies qui étaient propres à nous. Et en fait, de les reprendre en main, entre guillemets, se reprendre en main par rapport à ce qu'on souhaitait faire depuis tout petit. Parce que je pense que depuis le début, on nous a en quelque sorte volé notre apprentissage, la façon dont nous, on voyait le monde. Et souvent, on arrive à l'âge adulte où là, on reprend conscience. Mais il y a déjà peut-être 20, 30 ans, 40 ans qui se sont passés où on a laissé cette volonté-là dans la main des autres. Donc, c'est la première chose que j'ai recueilli, moi, personnellement, dans ce DU, c'est ce côté où ben, on a envie de reprendre cette volonté. Alors après, il y a des façons de faire, il y a un cheminement, mais déjà, je pense que vouloir, dès le départ, reprendre sa vie en main en termes d'apprentissage, c'est la première des choses qu'on devrait faire. Réellement mettre le doigt sur ce qu'on souhaite faire. Donc, reprendre conscience. Donc, on en avait discuté la dernière fois, il y avait cette pyramide de Maslow sur les apprentissages. On part de l'inconsciemment incompétent au inconsciemment compétent. Donc, c'est un cheminement de 4 étapes. Au départ, on est inconsciemment incompétent. Donc, on ne sait pas qu'on ne sait pas faire. Et on commence à comprendre des choses puisqu'on les découvre ou on nous le dit et on devient consciemment incompétent. Donc, il y a un processus qui se met en place, on prend conscience des choses et on essaie de mettre des actions pour corriger cela, pour passer du côté du consciemment compétent. Et en fait, ça va nous emmener derrière vers une automatisation pour aller vers le inconsciemment compétent. Et le inconsciemment compétent, aujourd'hui, on peut prendre un exemple, faire ses lacets. Faire ses lacets, aujourd'hui, on est inconsciemment compétent. Mais par exemple, si quelqu'un fait ses lacets d'une certaine manière qui ne lui permet pas de lasser ses chaussures en continu et que ses lacets se défont à chaque fois, on va devoir revenir vers le processus en arrière puisqu'on l'a automatisé ce geste. Donc, il est inconsciemment compétent. On va devoir démêler le problème à la source pour voir d'où ça vient, le fait que ces lacets se défassent rapidement. Et donc, on va revenir en arrière vers le consciemment compétent pour voir un peu où on a fauté dans l'apprentissage de nos lacets. Mais ce côté où déjà, prendre conscience de notre volonté, c'est super important. Et puis prendre conscience, du coup, comme tu disais, du fait qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, en fonction de nos situations de vie et des influences qu'il y a autour de nous, qui nous enlève cette volonté. Donc, il s'agit de repérer les sources d'influence et ensuite, comme tu disais, découvrir ce qui nourrit notre volonté, comme le fait de se rappeler qu'à un moment, notre volonté, elle était naturellement présente et on la nourrissait de nous-mêmes. Donc, de l'intérieur, on avait cette capacité à avoir cette volonté. J'aimerais que tu nous éclaires du coup. Donc là, tu as commencé à nous expliquer comment transformer l'essai, donc passer de notre volonté à nos actions. Donc, en passant ces 4 étapes, je dirais, de l'élève, les 4 étapes de l'élève, si je peux dire ça comme ça. Alors, comment continuer à transformer l'essai quand on a réussi à impulser cette volonté? C'est d'organiser ses objectifs. Donc, c'est l'une des premières choses qu'on a appris lors de cette formation, c'est que, voilà, on a une volonté, on veut agir. Et souvent, on agit de manière désordonnée. Mais ce n'est pas forcément notre faute puisqu'on ne nous a pas appris dès le départ à s'organiser dans la fixation des objectifs. On a un rêve d'aller faire un voyage en couple dans un pays lointain. On va s'organiser, on va juste acheter le billet, on va juste réserver l'hôtel, mais derrière, on n'a pas réellement préparé le terrain pour savoir si c'était réalisable, s'il y avait des contraintes. Donc, surtout, là, on est en période de Covid. Donc, j'imagine que des personnes ont dû réserver des billets d'avant Covid. Derrière, ils ne prennent pas forcément une assurance de remboursement s'il y a un problème. Donc, derrière, le Covid arrive. Là, on a des problèmes au niveau des remboursements d'assurance. Comment on fait pour se faire rembourser? Enfin, c'est un exemple, mais c'est plein de petites choses comme ça qui font que dans la vie, généralement, on a une envie, on a un souhait et on fonce souvent tête baissée. Puis après, on paye la facture après coup. Alors, des fois, on la paye beaucoup moins que d'autres fois. Elle est beaucoup moins salée, la facture, mais il y a quand même un coût. Et le fait de fixer ses objectifs précis,
Alors après, c'est sûr qu'au fur et à mesure, on va avoir des réflexes, on a des outils qui peuvent être à disposition, mais déjà de se donner une trame de travail. Je vois là, on a organisé le live. En amont, on s'est vu, on a fixé nos objectifs de travail, on a mis en place un cadre qui nous permet derrière de naviguer, voilà, du mieux qu'on peut, mais avec une certaine aisance et sans avoir de l'anxiété, du stress qui commence à arriver. Et ben c'est un peu pareil en fait. Dès qu'on a une volonté, on met en place des actions, mais derrière, comment on va les mettre en place? On va commencer par quoi? Et ces actions-là elles vont s'intégrer à d'autres actions. Donc là, le sujet du mois, c'est le couple avec la Saint-Valentin. Ben, au-delà du couple et de la relation à deux, on a un projet à deux, mais ce projet-là va s'intégrer dans la vie de tous les jours. Donc, elle va s'intégrer à côté d'un projet professionnel, d'un projet peut-être personnel. Si l'un des deux dans le couple a une activité autre, ben, sportive ou culturelle, elle a forcément un projet à ce niveau-là. Donc, comment on va intégrer ce projet qu'on a à deux à l'intérieur d'autres projets, s'organiser à court, moyen, long terme pour arriver au final à l'objectif qu'on se fixe. Si on prend l'exemple de ce voyage à deux, il est au bout du chemin, à long terme. Qu'est-ce qu'on fait à court terme? Qu'est-ce qu'on fait à moyen terme pour sentir que sur notre chemin vers cet objectif-là, on est bien placé, on est sur la bonne route. Donc, on se met des indicateurs de réussite. Si on doit économiser une somme d'argent, ben, on essaie de voir à moyen terme à quel moment on va pouvoir checker ce qui nous reste à économiser. À moyen terme, est-ce que notre projet est toujours en bonne route? Ben là, il y a la crise sanitaire, par exemple. Il y a peut-être d'autres projets professionnels. Donc, comment on va s'organiser pour peut-être savoir que ce projet-là, peut-être, il bat de l'aile, savoir qu'un projet peut être révisable. Donc, voilà, cette notion de lâcher prise. Je pense que, voilà, en termes de psychologie, le lâcher prise, c'est quelque chose, voilà, c'est un grand débat. Mais c'est plein de petites choses comme ça qui permettent de vraiment de fixer des objectifs, des buts et de tracer une trame pour que, là, parer aux imprévus et toujours avoir en tête ce qu'on souhaite faire à court, moyen et long terme. Mais dis-moi, justement, une fois qu'on a fixé ces objectifs, et tu dis justement qu'il faut pouvoir avoir cette souplesse quand les objectifs, on voit qu'ils n'arrivent pas. Et je me dis peut-être qu'il faut revenir à la base, en fait, à la volonté. Que justement, c'est quand on se rappelle de la volonté de départ qu'on peut avoir plus de souplesse et se rendre compte peut-être que les objectifs qu'on a fixés ne prenaient pas en compte les réalités du terrain. Par exemple, le fait de se dire, on va arriver quelque part, on va trouver un guide tout de suite. Et en fait, le guide, on le trouve une semaine après. Pour reprendre ton exemple du voyage à deux. C'est ça. Alors après, justement, c'est pour ça qu'il est important de s'organiser dès le départ, avant le commencement du projet. On arrive, on a un projet, on a une envie, on la met sur un papier. Et derrière, il y a un outil qui est beaucoup utilisé en marketing et notamment aussi en psychologie. C'est l'outil SMART. Donc, il peut se prolonger sur Smarter avec le E et le R qui se rajoutent. Donc, déjà, ça, c'est un outil que vous pourrez tous utiliser, que moi, j'ai découvert. J'avais déjà entendu parler par le passé, mais j'ai vraiment découvert son utilité lors de la formation en préparation mentale. Donc, tout projet, on devrait l'analyser sous cet outil, SMART. Donc, en fait, compte savoir si le projet il est simple et spécifié. Donc, ce n'est pas un projet. Je souhaite partir en voyage à deux. Il est peut-être OK, il est simple, mais est-ce qu'il est spécifié? De savoir réellement comment à deux, de quelle façon. Vraiment resserrer vraiment cet objectif pour avoir un objectif précis. Est-ce que cet objectif, il est mesurable? Donc, en termes mesurables, quand on parle de mesurable, j'imagine, si on fait le lien avec le sport, un objectif mesurable, c'est de savoir est-ce qu'on pourra le quantifier. Le quantifier, ça peut être un chrono. On essaie de battre un record, et on a un chrono précis qui nous permet de mesurer l'objectif. Est-ce que l'objectif pour le A, est-ce qu'il est accessible? Donc à la fois ambitieux pour qu'on puisse avoir cette motivation de l'atteindre, mais à la fois accessible pour qu'on puisse justement ne pas être frustré en cours de route. Le R, est-ce qu'il est révisable? Donc là, on a cette notion de lâcher prise. On est en cours de route. Est-ce que, dès le début, on peut voir déjà si, à un moment donné, si ça coince, est-ce qu'on pourra réviser nos objectifs? On prend l'exemple, on part en couple. On veut partir en Australie. L'Australie se met en confinement. Peut-être qu'on doit réviser, on partira plus près, dans un pays beaucoup plus proche et où il n'y a pas cette histoire de confinement qui nous permet, qui nous empêcherait de visiter le pays. Donc, qu'il soit révisable. Et derrière, est-ce qu'il est temporel? Est-ce qu'il y a un début et une fin?
On se fixe un objectif, mais voilà, on part à deux. On part quand? On part en 2021, on part en 2022, 2023. Et s'il n'est pas temporel, ben, à un moment donné, il y a un essoufflement. Donc, on est amené justement déjà à perdre, voilà, à perdre sa motivation, à baisser les bras et à chaque fois ben, à recommencer de nouveaux objectifs. Et après, quand on rajoute le E et le R, on parle d'environnement, d'écologie. Donc, de savoir est-ce que l'objectif s'intègre à notre environnement. Donc, nos situations familiales, situation professionnelle, est-ce qu'il est compatible? Donc, c'est vraiment, voilà, c'est plein de choses comme ça qui permettent déjà, dès le départ, de savoir si un objectif, il y a des bonnes chances qu'il aboutisse ou pas. Tout à fait. Et c'est intéressant, cet outil, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on fait pour mener à bien tout ce qui est conduite de changement en management. Donc, pour pouvoir mener à bien une équipe. Donc, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'on a présenté la fiche avec un sportif, mais j'ai l'impression que ton outil s'adapte vraiment à une équipe. C'est large, en fait. C'est large. Alors, pas sous cette forme-là. Dans mes études de management, ben, c'était pareil. En fait, compte, c'était alors le souci qu'il peut y avoir justement dans la vie de tous les jours quand on travaille. On crée une entreprise. C'est notre petit bébé. On passe 1 année, 2 années à la mettre en place. Donc, on sait que généralement, il y a en moyenne 3 ans pour savoir si cette entreprise-là va être pérenne. Mais souvent, ben, on peut s'apercevoir que dès le départ, peut-être qu'on a mal préparé euh, tout ce qui est, entre guillemets, l'analyse de la mise en place de notre entreprise. Donc, tout ça va rentrer dans une fixation d'objectifs, d'une organisation, ben voilà, chercher un local, mettre en place certaines choses qui font que ben voilà, cette entreprise-là, au bout de 3 ans, va être pérenne. Et souvent, on peut s'apercevoir que par rapport à l'affection qu'on a et cet amour qu'on a par rapport à notre entreprise, on aura du mal à lâcher prise. Et si cette entreprise-là est amenée à avoir des difficultés financières, ben souvent, on va coûte que coûte essayer de la sauver. Alors que peut-être le mieux pour se sauver nous, c'est peut-être de mettre la clé malheureusement sous la porte pour nous éviter ben, du stress, de l'anxiété et voilà, à gérer des émotions qui seraient peut-être de plus en plus ingérables si ben, on ne prenait pas cette action de couper court entre guillemets, au désastre qu'on est en train d'avoir avec une entreprise qui, ben, qui a des difficultés finances, qu'on voit beaucoup dans le management. Et déjà, au départ, sur l'outil Smarter, sous d'autres formes, on l'applique beaucoup dans, voilà, dans la préparation d'une ouverture d'entreprise, dans la création d'une société. Donc, c'est quelque chose qui, voilà, c'est très transversal. Et puis après, on peut ramener ça au scolaire, c'est pareil. On a plein de choses qui peuvent se raccrocher à cet outil et à cette façon de procéder pour gérer et pour réaliser un objectif. Tout à fait, tout à fait. Mais là, du coup, on n'a pas beaucoup parlé du stress. Dis-nous, là, après avoir vu tout ça, après avoir vu volonté, après avoir vu comment est-ce qu'on peut faire, comment on passe à l'action, mais qu'est-ce qu'on fait du stress? Parce que les premières actions peuvent amener du stress, surtout quand on se surprend à voir que les objectifs qu'on avait prévus, ouh là là, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Eh ben, le stress, c'est déjà quand on a réalisé ce qu'on vient de discuter, là, ce qu'on vient de parler par rapport à cette volonté qui se transforme en action et qu'on organise avec des objectifs clairs et précis, il y a une partie du stress et de l'anxiété qui peut disparaître. Donc ça, c'est intéressant. On peut s'enlever pas mal de stress et de gestion émotionnelle, entre guillemets, sur des points négatifs de nos émotions par cette organisation-là. Derrière, on ne peut pas s'empêcher d'être stressé et d'être anxieux. Qu'est-ce qu'on fait? On le combat en face à face ou on essaie de le gérer et de l'accueillir? Là, durant la formation, ce qu'on apprend, c'est justement le stress et l'anxiété, si on en a, elle fait partie de nous. C'est des choses qui font partie de nous. Donc, en fait, le mieux, c'est de l'accueillir. Mais comment l'accueillir? On l'accueille comme ça ou on essaie de chercher à comprendre et à l'optimiser, cet accueil? Et ce qui est intéressant, c'est d'identifier les sources de stress. Donc déjà, identifier les sources de stress, c'est super important. Si on parle du sujet du mois, on s'organise pour un mariage qui aura lieu dans 1 an. Je pense que les personnes qui sont dans cette situation-là, il y a une gestion du stress importante, le fait d'organiser un mariage. Derrière, un mariage, s'il est organisé dans 1 an, eh ben, il y a pas mal
d'embûches et de chemins à parcourir. Donc, ils peuvent créer beaucoup plus de stress. Donc, derrière, si on sait on est une personne très stressée, on peut essayer déjà en amont d'apprendre à se connaître pour identifier ce qui nous procure du stress ou de l'anxiété ou de la peur. Donc, ce qui est important, je pense, c'est d'abord, dans un premier temps, d'accueillir son stress et derrière, de trouver les points qui le déclenchent. Voilà, les situations qui le déclenchent. Ça, c'est super important. Très bien. Et parmi ces situations qui le déclenchent, tu m'as cité lors de nos échanges la nécessité de voir ce qui existe, par exemple, au quotidien, dans le couple, par exemple. Et tu nous parlais d'intelligence émotionnelle. C'est ça. Alors, justement, je le répète encore, c'est le sujet du moi, la notion en fait, dans le moi à l'intérieur du nous, donc le couple, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est important dans le sens où, quand on le voit dans le sport, euh, un groupe de joueurs, donc un groupe d'individus, donc avec chacun son profil, chacun ses différences, chacune des personnes ont leurs propres émotions. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre à se connaître et connaître l'autre. Parce que chaque mot, chaque geste qui peut pour nous pas une source de problème peut l'être pour le partenaire. Je m'énerve sur une action parce que j'ai l'habitude de m'énerver et ça me nourrit, ça renforce ma confiance et ma concentration. Peut-être que mon partenaire d'à côté, lui, ça va peut-être faire l'effet inverse. Ça va lui développer du stress, de l'anxiété et de la peur. Donc, ce qui peut-être me fait du bien peut contraindre mon partenaire ou mes partenaires qui sont autour. Donc, à l'intérieur d'un couple, c'est pareil. Apprendre à se connaître, apprendre à comment réagit l'autre, qu'est-ce qu'il a besoin pour se mettre en confiance, pour trouver sa zone de confort, eh bien, c'est important. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est d'apprendre à se connaître dans un premier temps, donc de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait peut-être du mal, et connaître aussi ce qui fait du bien ou du mal à son partenaire, pour essayer d'optimiser tout ça, pour essayer de chercher la zone de confort personnelle, mais aussi celle du couple. Donc, c'est super important d'avoir cette intelligence émotionnelle quand on vit à plusieurs, donc à l'intérieur d'une équipe dans le sport ou au travers d'un couple. Ici, je peux apporter un petit complément à ta conférence, enfin au live conférentiel, c'est que parmi les outils de la psychologie qui peuvent aider à augmenter notre intelligence émotionnelle, il y a le fait de commencer par observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et la communication non violente, c'est une invitation à pouvoir exprimer ses besoins et à éviter d'être dans l'attaque par rapport à l'autre. Par exemple, quand il y a un élément stressant qui nous sollicite alors que l'autre en face ne l'est pas, pouvoir simplement, par exemple, factuel, j'aime bien donner l'exemple du retard. Dire à quelqu'un, on avait rendez-vous à 10 heures, c'est maintenant que tu arrives. Bon, voilà. Ça peut engendrer des conflits. Voilà. Et en plus, on partage son émotion négative à l'autre. Alors que de dire, bien, on avait rendez-vous à 10 heures, maintenant il est 10h45, j'aurais apprécié que dès que tu le savais, tu puisses me dire que tu étais en retard. J'aurais pu me mettre à l'abri, il fait froid. Donc, des choses comme celle-là, donc, ne serait-ce que le fait de commencer à parler en exprimant ses besoins et en prenant en compte les besoins de l'autre, eh bien, ça permet que pleinement on puisse commencer à augmenter notre intelligence émotionnelle. Parce que justement, on commence à augmenter notre capacité à être plus près de nos besoins et en accord, du coup, avec les besoins que l'on pourrait exprimer dans le couple. Mais c'est super important au niveau de l'intelligence émotionnelle parce que justement, on parle souvent en psychologie, notamment du sport, de cartographie. On a chacun sa cartographie. Donc, on sait que la cartographie, c'est un mélange entre nos croyances, ce qu'on a par rapport à notre éducation, nos croyances, notre façon de penser, les sens aussi. Donc, nos sens, donc on parle souvent du VACOG, donc de la façon dont nos sens fonctionnent, donc c'est propre à nous. Et ça, en fait, compte, je pense qu'on ne l'apprend pas depuis tout petit, on ne l'apprend pas à savoir
apprendre à se connaître par rapport à ça, à savoir ce qui nous intéresse, ce qui nous fait du bien, ce qui nous permet d'être voilà, en plein confort dans un groupe. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Et donc, souvent, quand on a à faire face à cela, ben, à l'école ou dans une équipe de sport, au travail ou dans un couple, eh bien, en fait, on subit les événements. On subit les événements au lieu de les gérer ben, comme on aurait dû les gérer au préalable. Et en fait, compte, c'est super important au niveau de l'intelligence émotionnelle puisque ça va permettre ben, à chaque fois de vraiment toucher chaque personne par rapport à sa façon de voir les choses. Il y a une petite anecdote qu'on nous a racontée lors de la formation. C'est souvent en rugby, puisque le formateur était un ancien rugbyman, il nous parlait des causeries d'avant-match. Donc, les causeries d'avant-match, c'est quelque chose qui est voilà, traditionnel dans le sport. Et souvent, le coach a un discours unique pour tous les joueurs du vestiaire. Et ce discours unique pour tous les joueurs du vestiaire peut avoir des conséquences selon le joueur et sa cartographie du monde. Ça veut dire que si on utilise, par exemple, le discours d'esprit du clocher, peut-être que ça peut toucher une partie des joueurs qui ont un lien avec le village ou la ville où l'équipe se situe, mais peut-être beaucoup moins d'impact sur les autres joueurs du vestiaire qui, eux, l'esprit du clocher, peut-être que ça ne les intéresse pas. Donc déjà, leurs motivations sont différentes, leur sensibilité est différente. Donc déjà, le discours de l'entraîneur qui est général ne pourra pas forcément toucher et motiver tout le monde et pourra même peut-être faire l'effet inverse, installer de la peur et de l'anxiété chez certains. Donc souvent, l'intelligence émotionnelle, c'est super important à avoir dans le sens où ça permet juste déjà de toucher chaque personne par rapport à sa façon de voir. Je sais que d'un sport collectif ou d'une entreprise en termes de temps, puisque le temps, voilà, est rentabilisé par l'argent et on est vers le bien-être de ses salariés ou de ses joueurs. Mais ce serait important pour les personnes, les managers, les coachs, même nous à l'intérieur de notre famille, de prendre le temps dès le départ de connaître l'autre et justement de connaître la façon dont il réagit face à telle ou telle situation pour justement gagner du temps après coup. Excuse-moi, il y a de la vie dans la maison. Alors oui, justement, comme tu disais, c'est très intéressant pour les salariés, pour les groupes, pour pour les groupes. Oui, c'est ce que je voulais dire. Pour les couples aussi, pour les équipes, voilà, voilà. Tout ce qui est gestion de groupe, l'intelligence émotionnelle est très importante. Ça nous fait perdre du temps au départ parce que ça prend du temps d'apprendre à connaître l'autre. Mais derrière, voilà, il y a une interaction qui se crée et par la suite, on peut énormément en gagner. Parce que derrière, tout s'optimise autour de ça et derrière, c'est plus facile justement à évoluer ensemble puisque chacun connaît voilà, ce qu'il a à faire, connaît ses émotions et comment il réagit face à telle ou telle situation. Et d'un autre côté, voilà, apprend également à connaître l'autre. Donc, voilà, des sources de conflit en moins à gérer au fur et à mesure que, voilà, que le groupe avance vers un objectif commun ou individuel. Là, du coup, on a parlé surtout, si je peux dire, de stress perdant. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y a du stress perdant et du stress gagnant? Excuse-moi. Non, pas de problème. Non, ouais, le stress, c'est justement, on rentre dans dans la même catégorie que la gestion émotionnelle, enfin de l'intelligence émotionnelle, c'est que le stress gagnant, stress perdant, ça dépend de chaque personne. Ça dépend, en fait, là encore une fois, c'est un apprentissage de soi-même, d'apprendre à se connaître pour savoir de connaître sa zone de confort. Le stress, certaines formes de stress peut engendrer des choses positives pour un athlète en sport et cette même source de stress peut engendrer des situations plutôt négatives à gérer. Donc, le tout, c'est d'apprendre déjà à se connaître, de savoir justement, de repérer encore une fois les sources de stress, la façon dont nous, on vit avec ce stress-là et de savoir, entre guillemets, ce qui nous fait, voilà, engendre une activation chez nous, plus qu'un stress qui inhibe et qui ne permet pas de performer. Donc après, si on le transpose sur la vie de tous les jours, on arrive aux mêmes conclusions
d'analyser la situation, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître les autres et surtout de connaître sa zone de confort. Ce qui nous permet déjà de savoir ben voilà, à quel moment ce sera un stress gagnant, entre guillemets, et à quel moment où on entrera dans la zone où ce stress-là active sur nous. Donc, c'est super important de connaître sa zone de confort. Chez les sportifs, ils appellent ça l'état de flow. Donc, encore une fois, on rentre sur la partie de l'apprentissage de l'inconsciemment incompétent vers le inconsciemment compétent. La zone de flow, souvent, quand on pose la question aux sportifs, ils nous répondent que ben voilà, ils ne savent pas quand est-ce que, ben, comment ils ont pu déclencher cette zone de flow lors d'un match où ils se sont sentis invincibles. Voilà, invincibles, surpuissants, intouchables. Donc, ils étaient dans leur zone de flow. Et quand on leur pose la question comment ils ont fait pour rentrer dans cette zone de flow, ils n'arrivent pas à le réexpliquer. Et le but d'un suivi en psychologie, notamment du sport, c'est de permettre à l'athlète de prendre conscience des outils et des facteurs qui lui permettent de rentrer dans sa zone de confort, dans sa zone de flow. Et après, le but derrière, ça sera d'un suivi avec des exercices, un travail qui sera mis en place pour qu'il puisse automatiser ça et derrière s'autogérer pour pouvoir le déclencher au moment voulu. Donc voilà, avant chaque compétition, de commencer à travailler par une routine de performance qui permet à l'athlète de déclencher son état de flow, qui lui permet derrière de performer en pleine. Donc transposer dans la vie de tous les jours, ben, ça peut être une routine de ce qu'on peut mettre en place par rapport au travail. On se lève le matin, on met des choses en place, on part à une certaine heure, on arrive au travail à une certaine heure. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent se mettre en place pour pouvoir retrouver sa zone de confort. Parce qu'en amont, on a analysé, on s'est analysé, et puis on a mis en place des stratégies et une routine de travail qui nous permet de rentrer dans sa zone de confort. Donc, le stress gagnant, stress perdant. Et puis, c'est en évolution constante avec la vie de tous les jours. On n'a pas le même stress gagnant ou stress perdant à 20 ans qu'on aura à 30 ans. Entre-temps, il y a 10 ans de vie, 10 ans d'expérience qui font que ben, derrière, il y a le curseur qui bouge légèrement et à nous voilà, de le stabiliser pour retrouver une nouvelle zone de confort qui sera forcément différente de celle qu'on avait 10 ans auparavant. Donc, pour toi, le fait d'avoir un stress gagnant, c'est surtout lié au fait de trouver un moment où on est confortable? Ben, le stress gagnant, c'est si je prends un exemple du sport, peut-être que des personnes ont besoin dans le sport d'avoir une pression du résultat, d'être dos au mur. C'est là qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ce stress-là sera forcément gagnant pour eux puisque c'est ça qui va leur permettre de se réaliser et de performer. D'autres personnes, à la vue d'un événement important ou dans une situation voilà, critique, ça peut peut-être engendrer un stress perdant dans le sens où ils vont perdre leurs moyens. Donc, en fait, c'est vraiment propre à chaque personne. Donc, derrière, on va mettre des outils en place pour gérer ce stress. On est sportif, on est sport d'équipe, on joue par exemple un maintien avec son équipe pour ne pas descendre en division inférieure. Ben, même si on sait qu'on a voilà, ce souci de gestion du stress dans les moments critiques comme celui-là, derrière, ce sera important de travailler, de trouver dans ces conditions-là sa zone de confort. Sur le travail de recherche qu'on a fait par rapport à notre année universitaire, il y a des entraîneurs qui ont mis en place des stratégies, notamment pour tirer des pénaltys, à l'entraînement, de mettre un audio de supporters pour mettre les joueurs en condition au niveau sensoriel à l'exécution d'un pénalty en compétition. Un joueur qui tire des pénaltys à l'entraînement assez facilement et arrivé avec la pression du match, avec les supporters qu'il y a autour, perd ses moyens. Eh bien, il y a des entraîneurs qui ont mis en place des stratégies comme utiliser l'audio du stade pour mettre une ambiance sonore de supporters pour faire entraîner les joueurs à tirer des pénaltys avec une situation stressante autour d'eux. Ça peut être ça peut être plein d'autres techniques qui permettent au fur et à mesure de travailler sa gestion du stress en zone voilà, dans des moments critiques. Donc en fait, c'est propre à chacun, mais c'est vrai que le travail individuel, l'individualisation est intéressante à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on a du temps? Ça, c'est encore autre chose. C'est intéressant la solution de cet entraîneur parce qu'en fait, il l'a conditionné à
dans cette espèce de bouillon, de stimulation qu'il y a lors d'un match avec les joueurs du stade. Et on utilise la même chose dans le cas des phobies, le fait d'exposer les gens au fur et à mesure, étape par étape, jusqu'à les confronter pleinement à leur phobie. Et en fait, ça fait une désensibilisation. Et je me dis peut-être qu'il faudrait repérer les moments, les situations dans lesquelles on est hautement stressé et s'y exposer. Pourquoi pas faire un peu comme cet entraîneur et son tireur de pénalty. Par exemple, au niveau de, si on peut transposer ça au niveau professionnel, au niveau familial, au privé, c'est pareil, quand on est dans un couple, si on se rapporte à les discussions, les échanges qu'il va y avoir ce vont y avoir ce mois-ci, dans un couple, on connaît nos situations de stress. On sait quand l'un des deux est stressé, on sait quand l'un des deux ne va pas bien. Quelle source? Ben, ce serait peut-être un travail à faire. Après, de là à le faire à deux, je pense que les gens ne sont pas forcément formés pour s'auto-accompagner, mais peut-être dans un premier temps se faire suivre par quelqu'un pour travailler cette problématique-là et pour derrière après se l'approprier et de l'appliquer soi-même. Parce que le but d'un suivi, c'est pas de se faire suivre toute une vie, c'est de peut-être de se faire accompagner sur un moment pour pouvoir gérer une situation, donc une problématique, une gestion du stress, pour derrière après se l'approprier et de réutiliser cette technique-là quand on en a besoin. Donc un couple qui a du mal en termes d'intelligence émotionnelle, de gestion d'intelligence émotionnelle, de gestion du stress, se faire accompagner dans un premier temps pour mettre le pied dedans, le pied à l'étrier, faire les premières séances pour travailler sur une technique précise après avoir fait un échange avec le professionnel. Derrière, ça permet peut-être à ce couple-là d'avoir des outils en main pour déjà après optimiser, s'auto-gérer et optimiser cette situation compliquée voilà, qui est nuisible à l'intérieur d'un couple. Et puis, comme tu dis, en effet, se faire accompagner, ça permet du coup de passer plus facilement, plus aisément et peut-être avec moins de souffrance en fonction des personnes, d'un inconfort lié au stress qui peut être aussi un état corporel à un état mental et un état corporel beaucoup plus favorable à l'arrivée vers les objectifs. Oui, c'est ça, exactement. Et surtout, si on prend l'exemple de vie de couple et le moi dans le nous, souvent les sources de conflit, elles peuvent arriver en voiture. Quelqu'un qui aime rouler vite, source de stress pour le partenaire à côté qui n'aime pas forcément ça. Donc déjà, il y a une différence de gestion des émotions. Peut-être on va minimiser la réaction de l'autre et on va continuer à appliquer cette source de stress pour l'autre. Donc, le fait de se faire accompagner ou d'en parler, c'est déjà la première chose, le premier pas, c'est d'échanger. C'est de comprendre pourquoi. Donc, si l'un des partenaires comprend pourquoi l'autre est stressé, peut-être derrière, il y a une meilleure prise de conscience de cette personne-là et une meilleure réaction lors de cette source de stress. Donc, en fait, je pense que la première chose qui pourrait être intéressante dans l'accompagnement, c'est ça, c'est déjà de permettre l'échange. Puisque souvent, cet échange-là, sur le moment, sur l'instant T, cet échange-là ne permet pas de pouvoir être constructif. Tout à fait. Alors oui, finalement, là, je regarde un petit peu si on a des questions. D'ailleurs, je précise, hein, il y a un jeune homme qui t'a dit un grand bonjour. Il a dit « Monsieur Pierre Briand, bonjour ». Donc, c'est Erwan Ganso par ici. Pas sérieux. Ah, pas sérieux. Oui. Très bien. Donc, en effet, et puis c'est intéressant, il n'y a pas besoin de se prendre au sérieux pour arriver à des objectifs. Et c'est justement… non, mais c'est son nom de famille, hein, c'est son nom de famille. Ah, pardon, excusez-moi. Très bien. Mais en tout cas, c'était une bonne manière aussi de dire que prendre les choses de manière apaisée, de manière peut-être un petit peu cool, si on peut dire ça, ça peut être une manière aussi de débloquer les situations. Gestion de stress, situation de stress, là. Situation de stress. On va voir comment tu vas gérer cette situation de stress. Oui, on a manifesté quelque chose pour ce live. Donc, voilà, un exemple en direct de situation de stress. De pratiquer.
J'avais encore une question pour toi. Au final, est-ce que tu peux prendre un exemple qui pourrait servir aux adolescents? Parce qu'il y a un frère qui m'a contacté et qui m'a dit, ben tiens, j'aurais aimé que cela puisse servir aussi à mes adolescents qui ont 15 et 17 ans. Qu'est-ce que tu pourrais dire spécifiquement pour cette population-là? Et du coup, pour les parents, je pense que c'était surtout ça. C'est un parent qui demande pour les enfants. Des parents, d'accord, ouais, ben, c'est ce qu'on nous dit en fait, compte, nous, la question qui a été posée au fur et à mesure de nos présentiels et de nos travaux sur les modules sur lesquels qu'on travaille en ce moment, c'est à quel âge on peut appliquer la préparation mentale. Et en fait, compte, le seul souci, entre guillemets, qu'il y aurait, c'est l'adaptation au public. Donc, en fait, compte, la préparation mentale, c'est comme toutes sortes de choses. En sport, on parle d'agilité, on parle de technique, on parle de physique. Ben, en fait, c'est au même niveau. Si on commence le sport à 7, 8 ans, 6, 7 ans, ben, on peut commencer la préparation mentale à cet âge-là, puisqu'on va donner des outils de gestion des émotions. Donc, si on donne des outils pour être plus agile, plus technique, pourquoi pas des outils pour apprendre à gérer ses émotions? On aura plus besoin de la gestion de nos émotions que de savoir manier un ballon ou une balle de tennis dans notre vie. Une carrière sportive, c'est, entre guillemets, même si c'est de haut niveau, ça va prendre 15-20 ans pour les meilleurs, alors qu'une gestion des émotions, c'est du début à la fin. Donc, en fait, la seule, entre guillemets, le seul frein, la seule contrainte qu'on aurait, c'est d'avoir le discours adapté à la population avec laquelle on travaille. Donc, si on travaille avec des plus jeunes, eh bien, on va adapter nos outils, on va adapter nos travaux, notre façon de parler, nos échanges pour leur permettre de s'exprimer. Puisqu'en fait, compte, voilà, un peu la philosophie du DU que je passe à Clermont, c'est surtout sur la posture et la déontologie. Donc, accompagner l'athlète et l'inciter à s'exprimer, à échanger. Et en fait, compte, on part du principe qu'on ne peut rien sans l'athlète. Les outils, c'est bien, ça fait joli, on a des outils, on a une boîte à outils, mais à quoi ils servent si l'athlète n'en a pas besoin? Donc, le travail, l'athlète et la personne lambda quand c'est en dehors du sport, tout doit passer par la personne. La personne vient avec une gestion d'émotions émotionnelles, un conflit, a besoin de gérer quelque chose. On doit y répondre et non être, entre guillemets, dans cette posture de conseiller, parce que si on rentre dans cette posture de conseiller, on crée une adduction. On crée une adduction et on fait sa place, alors qu'on n'est pas là de se réaliser, de prendre conscience. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on a tous, à un moment donné dans nos vies, dû gérer nos émotions. On ne sait pas comment on l'a fait de manière inconsciente. Mais à un moment donné, on a eu à faire face à du stress, de l'anxiété, de la peur. On monte sur un vélo, on ne sait pas faire du vélo, quand on est tout petit, on tombe. Qu'est-ce qui nous a permis de remonter sur le vélo, de réessayer jusqu'au moment où on a réussi? Ben, c'est qu'à un moment donné, on a trouvé des outils psychologiques, une habilité mentale à de nouveau remonter sur le vélo et vaincre cette peur peut-être de la chute ou du stress. Donc, ben, à un moment donné, ça, notre posture à nous, ça va être de ressortir ça, de faire reprendre conscience à la personne, donc à l'athlète là en l'occurrence, qu'il a déjà les outils en lui, mais que c'est juste comme un carton qu'on a mis dans le grenier. Donc on prend l'exemple que le grenier, ben, c'est notre cerveau. On a mis des cartons, on a enfoui plein de choses dans le grenier et on n'y va pas forcément tous les jours. Ben, le but, c'est d'aller de nouveau remonter dans le grenier et chercher, fouiner tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on a utilisé dans le passé, qui nous a permis de vaincre de l'anxiété, du stress, d'arriver à des objectifs. Donc pour ça, on peut avoir un travail de visualisation, donc en termes d'imagerie mentale. Bon, en tant que psychologue, tu dois connaître la PNL, l'hypnose, enfin, la pleine conscience, la mindfulness. Donc avec un travail d'ancrage, de visualisation, on va permettre d'aller dans le grenier de la personne et d'aller gratter tous les éléments qu'elle peut réutiliser aujourd'hui, parce que c'est des éléments qu'elle a déjà utilisés par le passé et qui ont marché, qui ont fonctionné. Donc voilà un peu le travail qui serait à faire. Et en fait, ça, si on donne très tôt à une personne, donc dès le plus jeune âge, ben, au lieu d'avoir à gérer son stress à 20 ans, à 30 ans et peut-être d'aller voir un professionnel, si on fait des interventions chez un petit de 8 ans, de 9 ans ou dans les établissements scolaires,
ben, peut-être qu'à 20 ans, cette personne-là déjà a des bonnes bases de travail, des bonnes bases de compétences pour gérer ses émotions, pour ses études, pour son travail, pour voilà, un entretien d'embauche, pour un rendez-vous galant. Voilà, ça peut servir et très tôt. Donc, pour les parents, voilà, ne prenez pas ça comme quelque chose qui soigne, prenez cela comme un atout en plus, comme si vous allez inscrire votre enfant à faire de la musique, à se réaliser au niveau culturel ou sportif. Vous pouvez inscrire votre enfant, lui faire quelques séances avec un préparateur mental ou un psychologue qui s'y connaît dans cette partie-là pour lui permettre de suite d'acquérir des compétences qui vont lui servir toute sa vie. Ne pas prendre à chaque fois des professionnels que quand c'est négatif. Prendre aussi pour renforcer ce qu'il a déjà, puisqu'on a forcément des choses positives en nous. Mais on ne le sait pas. Tout à fait. Et c'est cela, en fait, comme tu disais, cette notion d'hygiène mentale à mettre en place au quotidien avec des outils et pourquoi pas aller voir un professionnel et s'assurer que l'hygiène mentale qu'on met en place permet de déployer notre potentiel et pleinement prendre soin de nous au quotidien. Et comme ça permet d'anticiper les moments où ça ne va pas. C'est ça. C'est s'approprier un peu des techniques, des outils, de voir comment ça fonctionne, de faire sa petite cuisine chez soi. On nous propose un outil de cohérence cardiaque, on le travaille, on se l'approprie, on se le met voilà, en rapport, on le travaille en rapport avec ce que nous, on souhaite faire. On peut facilement faire un travail de cohérence cardiaque sur 20 minutes, enfin, comme on le souhaite, avec plusieurs formats, mais on peut le déclencher sur 30 secondes avant un rendez-vous. Le travail de mindfulness, voilà, c'est des choses où, sur une durée de travail longue, de relaxation, d'activation, on peut rallonger les minutes. Mais si on l'a travaillé chez soi, on se l'est approprié cet outil, on pourra le déclencher à n'importe quel moment de notre vie, sur une situation de stress, d'anxiété, de peur. Voilà, en quelques secondes, on fait 10 secondes, 15 secondes de cohérence cardiaque, on s'apaise et on repart. Alors qu'à la base, on se dit que la cohérence cardiaque, on va le faire pendant 5 à 10 minutes parce que c'est un outil voilà, de base qui est sur ce créneau-là. Mais en fait, on peut l'utiliser à pression de 10 à 15 secondes. On peut s'activer dans des temps très courts pour pouvoir se calmer et se recentrer. Voilà. C'est vraiment s'approprier les choses et faire le premier pas pour apprendre à se connaître. Tu pouvais, parce que là, on n'a pas de questions en ligne. Par contre, on a une personne qui dit Pierre Briand, donne-moi tes conseils en PV, je suppose, qui a mis 4 points de suspension. Paul FNCI, au cas où tu connais ou tu ne connais pas. Je connais. Un grand besoin de conseils. Ah, parfait. Ben, il pourra venir. Estime de soi, confiance en soi. Il faut qu'il s'aime. Il faut qu'il s'aime et qu'il soit confiant dans ses capacités. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en effet, l'amour fait aussi partie de ce qu'on peut s'apporter. L'amour de soi, qui est nourri d'ailleurs par l'image de soi et la confiance en soi dont tu as beaucoup parlé. Mais l'amour de soi peut permettre de trouver des solutions sur toutes les petites situations qu'on a pu décrire, tous les exemples qu'on a pu prendre. Oui, je pense que c'est la première des choses. Je pense qu'elle est gratuite déjà. On n'a pas à attendre sur les autres pour recevoir de l'amour. Donc, si on ne se la donne pas à nous-mêmes alors qu'elle est gratuite et qu'on peut se la donner 24/24, entre guillemets, durant notre vie, on devient dépendant des autres et on revient sur le sujet de la volonté et de l'apprentissage, de laisser la volonté et l'apprentissage dans les mains d'autres personnes que dans nos mains. Donc, en fait, compte, l'amour de soi, elle doit d'abord venir de nous. On est la première personne voilà, on est la première personne qui doit se permettre de se donner de l'amour. Et il y a un petit exemple qui peut être intéressant. Ça se passe, voilà, c'est notamment chez les sportifs quand ils sont voilà, dans une envie de performance, dans un cheminement de performance. Ils ont souvent des petits cahiers. On appelle le petit cahier de réussite. Donc, c'est se noter 3 choses qu'on fait dans tous les jours de positif. Donc, 3 choses positives chaque jour, on le note. Et voilà, c'est comme un journal intime, comme un bullet journal. Certains sont très friands de ces choses-là. Se noter 3 choses positives par jour,
Et ça permet peut-être de temps en temps, quand on a un coup de moins bien, de se relire et de savoir que ben voilà, finalement, on fait des choses bien dans la vie et que ben, c'est marqué. On se note des choses bien et ça nous nourrit. Je prends l'exemple des sportifs. Voilà, le sportif fait une mauvaise séance d'entraînement voilà, un jour donné. Et donc, voilà, confiance, estime de soi en baisse parce qu'il a fait une mauvaise séance d'entraînement du jour. Il est loin de son objectif bah, de résultat, de performance. Et, et, et il peut voir que peut-être par le passé, 2 mois avant, 2 semaines avant, il avait réussi une bonne séance et qu'il avait réussi ses objectifs journaliers. Donc, en fait, compte, ça permet de repartir de l'avant, de se rebooster. Donc, après, ça n'empêche personne de prendre un petit cahier, de se noter. Et souvent, dans le cahier de réussite, quand on suit les sportifs, on leur demande même de noter quand ils ont bien dormi. Ils estiment qu'aujourd'hui, ben voilà, ils ont passé une mauvaise journée, mais ils ont fait une bonne nuit de sommeil. Ils ont respecté l'heure du coucher, l'heure du lever. Voilà, ils ont mangé sainement. On le marque dans le carnet. Si un jour, eh ben, ils mettent un coup de canif et qu'ils mangent McDo et qu'ils mangent des choses où on leur dit que voilà, au niveau santé, au niveau hygiène sportive, ils ne sont pas dedans, par le carnet de réussite, ils peuvent voir que si, ils y sont parce que ben, derrière, c'est marqué. Il y a des jours où ils respectent énormément ben, cette partie hygiène de vie, où ils mangent sainement, où ils mangent bien. Donc, en fait, ça permet de toujours se nourrir en confiance et estime de soi. Donc, l'amour de soi. J'aurais une dernière question. Si en une phrase, tu pouvais résumer le message de ce soir, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ben, je vais résumer la phrase que tu as dû voir dans le cadre que je t'ai envoyé. C'est une phrase que j'ai mis en place dès le premier présentiel. Alors, je l'ai écrit en partie sur le premier présentiel. J'ai écrit un autre bout de la phrase entre les deux présentiels à l'ouverture du troisième module de notre DU. Et j'ai fini la phrase, alors la phrase actuelle, puisque j'ai encore 4 mois de formation avec un suivi en stage pratique sur des athlètes pendant 4 mois. Donc, cette phrase-là, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Mais alors, je vais la dire lentement parce que je ne la connais pas par cœur encore, mais en fait, elle s'est mûrie au fur et à mesure de la première partie de ma formation. Donc, ce serait de rendre son expertise inconsciemment compétente, tout en essayant sans cesse de prendre conscience de ce que l'on fait afin d'être expert de nos actions, tout en gardant cet esprit du débutant. Donc, quand je dis que rendre son expertise inconsciemment incompétente, on rentre dans la pyramide de Maslow sur l'apprentissage, donc passer de l'inconsciemment incompétent au inconsciemment compétent. Donc, derrière, en essayant toujours de garder cette conscience des choses pour pouvoir se réviser. Si les choses tournent mal, donc on rentre dans la chose on fait quelque chose, lâcher prise. Ça se passe mal, on revient, on révise, donc on reprend conscience de ce qu'on a fait avant. Et en fait, on devient de plus en plus expert de nos actions au fur et à mesure. Mais attention, expertise ne veut rien dire, c'est très subjectif. Donc, tout en gardant cet esprit du débutant. Parce que l'esprit du débutant ramène du doute. Et le doute ramène la réflexion. Réflexion, échange, on travaille en pleine conscience de nos compétences. Et à chaque fois, c'est évolutif. Donc voilà la phrase, rendre mon expertise inconsciemment compétente tout en essayant sans cesse de prendre conscience de ce que je fais afin d'être expert de mes actions tout en gardant cet esprit du débutant. Je te remercie beaucoup, Pierrick. C'est une phrase très importante et qui renvoie, comme tu dis bien, à cette volonté en fait de rester enseignable toute notre vie, parce qu'en effet, on a sans cesse à apprendre, et d'autant plus dans le cadre de la gestion des émotions. Personnellement, je ne pensais pas mettre les pieds à l'université à 35 ans. Pour moi, l'université, c'était très loin. Donc, le fait de toujours vouloir être dans l'apprentissage, ça nous ouvre des portes. Si on m'avait dit 20 ans en arrière, tu irais à l'université pour apprendre de la psychologie, on en a discuté. Au moment où tu m'as dit que tu allais faire de la psychologie, moi, c'était le cadet de mes soucis, la psychologie. Et surtout, par rapport à moi et par rapport aux autres. Alors, peut-être dû au fait que quand on est jeune, on est un peu recentré sur soi, mais à la fois, on ne s'aime pas trop. Donc, entre guillemets, il y a un conflit en tant qu'ado par rapport à qui on est, à notre posture, et par rapport à ce qu'on est par rapport aux autres. Donc, moi, si on m'avait dit de la psychologie, non, pas possible. Et là, 20 ans après, je suis dedans, quoi. Donc, l'université, pour moi, c'était loin. Donc, cet esprit du débutant te permet toujours d'essayer de te remettre en question, de créer du doute,
Donc, ce qui crée de la réflexion et derrière, ben, voilà, construit pour enlever ses doutes. Mais il y a toujours du doute qui revient, entre guillemets, donc il y a toujours une progression. Je dirais que ça a été une occasion pour toi d'augmenter ta volonté d'apprendre, en fait, à ce niveau-là. C'est ça. C'est ça. Eh bien, je te remercie beaucoup, Pierrick. Merci à toi pour l'invitation. Un bon moment avec toi. Et puis, je sens que tu apportes plein d'informations qui pourront servir à nos internautes. Si vous en avez besoin, vous pouvez revenir vers Pierrick directement, qui est déjà très bien avancé dans ses études et qui a bientôt fini. Donc, il J'espère sera avec pleinement un préparateur point mental. positif. Je croise les doigts. Oui, on croise les doigts pour toi aussi. Et en attendant, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez via les infos vidéo et textes de Maïna. Vous pouvez pleinement participer à l'élaboration des sujets des prochains lives. D'ailleurs, si ce live vous a plu et que vous voudriez, par exemple, un approfondissement, ça sera avec joie. N'hésitez pas à nous l'envoyer via message texte, toujours à @maïna.paris. Maïna, votre allié bien-être, santé, médecine douce et service. Merci encore à toi, Pierrick. Je te souhaite merci à toi, merci à tous. Excellente soirée Merci. à nos internautes qui nous ont suivis. Et d'ailleurs, je t'invite à regarder les commentaires du live Facebook parce que tu as carrément une proposition en mariage. J'ai peur, là, c'est là le mot, j'ai peur de voir un peu voilà, de qui vient cette proposition. J'en ai bien peur. Je pense que c'est quelqu'un de très intéressant qui a beaucoup de potentiel. Gestion des émotions, là. Anxiété et peur. Peut-être que c'est une introduction à la vraie demande. Exactement. Merci, chers internautes, pour vos super commentaires qui m'ont bien fait rigoler. J'ai dû me retenir quand même pendant le live. Donc, merci beaucoup pour ces magnifiques apports. Bonne soirée à vous et au plaisir de vous retrouver. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous allons parler de comment gérer la rupture. Ah oui, nous allons prendre à contre-pied la thématique de la semaine prochaine. Donc, on vous annonce très rapidement qui sera en live pour vous présenter bien comment faire quand on est en train de faire le deuil d'une relation. Bien, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au plaisir toujours d'avoir vos super commentaires. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, oui, mon grand. C'est partout. Oui. Alors, tu n'as pas besoin de... Ah oui, oups, il faut juste que j'arrête.